Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les Affaires de la Cité, votre nouvelle émission est heureuse de vous retrouver. Après le premier numéro qui a été consacré à la santé, un secteur sensible et prioritaire, le deuxième numéro s'intéresse à un autre secteur tout aussi important que stratégique. Il s'agit de l'éducation, plus particulièrement de l'enseignement supérieur. Sujet brûlant, sujet préoccupant, sujet passionnant, sujet ô combien important pour le présent et le futur de notre pays. Il n'y a pas un seul pays au monde qui a pu se développer sans un enseignement supérieur de qualité. Deux questions centrales. Qu'avons-nous fait de notre enseignement supérieur qui, il faut le reconnaître, avait des atouts non négligeables au début des indépendances? Notre système d'enseignement supérieur actuel est-il de nature à pouvoir nous assurer un développement économique définitif? C'est ce que les pouvoirs publics sénégalais semblent avoir compris en organisant la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Concertation nationale avec un comité de pilotage dirigé par le professeur émérite Souleymane Bachir Diagne. Pour comprendre, commenter, analyser, mais aussi critiquer au besoin, nous avons l'honneur de recevoir le ministre de l'Enseignement supérieur, Mary Teuw Niane. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir. Merci d'accepter notre invitation. Nous allons tout de suite commencer par le portrait de notre invité. Il est signé Djenaba Seydouba. Mary Teuw Niane, son nom prête à équivoque. Beaucoup le prennent pour une dame. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche en rit. Moi, ce qui m'amuse, c'est à chaque fois que je reçois un courrier ou une note, de voir est-ce qu'il n'y a pas d'erreur sur le prénom. Oui. Parce qu'au moins 2 fois sur 3, il y a une erreur. On écrit Marie, M-A-R-I-E, le Teuw parfois T-E-W, ainsi de suite. Il y a toujours quelque part où il y a, même ici. Donc j'ai fini par abdiquer, comme on dit. Et vous rigolez quand vous voyez ça? Ah oui, je rigole, ça ne me fait plus rien du tout. Né le 15 juillet 1954 à Dakar Bongo à Saint-Louis, Mary Teuw Niane, un mathématicien. La rigueur, sa personnalité. Si je voudrais décrire le ministre Mary Teuw Niane, j'utiliserai 3 traits. C'est d'abord un homme qui a une vision. C'est un homme qui réussit à faire partager ses idées et à convaincre ses collaborateurs, parmi lesquels moi-même. J'avais parlé de 3 traits. C'est un monsieur qui a une pensée claire. Un bon mathématicien, lorsqu'il argumente, les idées sont claires. Et le 3e trait, c'est que c'est un monsieur qui a l'agir juste. C'est-à-dire pour toute décision qu'il prend, il y a une concertation avec non seulement ses principaux collaborateurs, mais ensuite avec toutes les personnes de son ministère et même des environnements. Nommé ministre le 29 octobre 2012, Mary Teuw Niane a changé de vie et de travail. Il est le patron de l'enseignement supérieur, mais ses conférences et cours à travers le monde lui manquent terriblement. Ah si, ça me manque énormément. Et il faut dire ça a commencé à me manquer d'ailleurs en étant recteur. Parce que c'est extraordinaire. Donner des cours, avoir une salle de classe et, comme on dit, sympathiser avec elle, communier avec elle et discuter, échanger. Ça, je pense que c'est difficilement remplaçable. Mary Teuw est père de 5 enfants. Le ministre de l'Enseignement supérieur change de visage et de look le temps d'un week-end. C'est ma manière d'être à la maison. Pour dire la vérité, le costume, la cravate, je me suis imposé cela quand j'ai été nommé recteur. Parce que ce n'était pas mon habillement traditionnel. Et évidemment, étant ministre, je suis obligé de mettre ça. Mais dès que j'entre ici, je m'en débarrasse le plus rapidement possible. Et le blouson, c'est mon habit le plus, comme on dit, traditionnel ici. Mais le comportement reste intact, de la fermeté même à la maison, un défaut de la vie de son épouse. Il est
très, très rigoureux et très pointueux. Surtout, hein, il l'amène à la maison, surtout avec ses enfants. Pour le travail aussi, il est rigoureux. Pour l'éducation des enfants, pour le comportement et tout. Ça peut être un défaut, parce que des fois les gens ne le comprennent pas, surtout les enfants, des fois ils se plaignent. Parce que même s'il revient tard dans la nuit, il tient à leur parler, à voir est-ce qu'ils ont fait leur travail, est-ce qu'ils se sont bien comportés, etc. Un mari exemplaire, vraiment, un bon mari et un bon père de famille. Un papa qui n'est pas souvent à la maison. Moi, c'est Ngolo Kodenyan et je suis l'aîné. Et là, il y a mes frères et sœurs, Abdou Khadr, Bigué, qui est la cadette, et Mamadou. Il y a aussi Aïssatou, ma petite sœur. Elle, en ce moment, elle n'est pas là, elle est à Toulouse pour ses études. Ah, c'est un homme très rigoureux, aussi bien sur le plan de son travail que sur la vie de tous les jours. Il est très rigoureux. Il n'est peut-être pas tout le temps à la maison à cause de ses fonctions, mais c'est un très bon père de famille qui est très attentionné et très aimable. Certainement, il nous manque, mais bon, on a aussi l'habitude parce que depuis le bas âge, soit c'était des voyages d'études ou bien des conférences, donc on est un peu habitué. Et il y a la maman qui est là, donc ça va quoi, on ne se plaint pas trop. Mary-Teuw Niane, un homme au sourire facile, je le porte. Mais derrière ce visage accessible se cache un homme très timide. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, un homme fou du travail avec un CV de plus de 25 pages, un amoureux des mathématiques et de son épouse, un papa qui se bat pour la réussite de ses enfants. Je suis très fière. Je t'aime, papa. Monsieur le ministre, que répondez-vous à votre fille qui vous dit qu'elle vous aime? Je l'aime, j'aime toute ma famille. Je suis attentif à leur réussite et je l'aime d'autant plus qu'elle porte aussi le nom de ma maman, que j'aime par-dessus tout. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes un bon père de famille parce que les responsabilités vous occupent depuis des années, recteur de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, pour ne citer que cette fonction, et celle aujourd'hui de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche? Je pense qu'ils ont été indulgents. Je pense que je l'ai été complètement autour des années 90 jusqu'au milieu des années 2000. Et ce qui explique d'ailleurs, quand vous voyez les enfants, vous avez deux groupes. Ceux qui sont au moins bilingues au niveau national, qui parlent le Wolof et le Pulaar, et la dernière génération qui comprend le Pulaar et ne le parle pas, parce que je n'avais pas eu assez de temps à la maison pour leur apprendre ma langue maternelle. Donc, ils sont indulgents, je pense. Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, au moment où l'université sénégalaise, on le dit, est en crise, comment, tout de suite, quand vous avez été nommé ministre, vous avez attaqué ce problème? Il faut dire que je n'ai pas perdu de temps, parce que d'abord, c'est une responsabilité confiée par le président de la République. Servir au plus haut niveau son pays, je pense qu'appelle à mobiliser son énergie, ses connaissances, ses compétences et aussi tout l'espace pour essayer tout de suite de s'attaquer à ce système qui est en crise, comme vous l'avez dit. Et vous le confirmez, il est en crise? Il est en crise. Et la concertation, d'ailleurs, a eu à le dire, et le comité de pilotage dans son pré-rapport. Ce n'est pas nouveau. Mais j'ai eu l'avantage d'être dans le système et d'avoir participé à beaucoup de réflexions, d'en avoir dirigé certaines. Et je pense que ceci m'a permis tout de suite de mettre en œuvre une des instructions importantes du président de la République, qui était la tenue des concertations nationales pour l'avenir de l'enseignement supérieur. Car il s'agit ici d'avoir un diagnostic et d'avoir une feuille de route
pour la décennie à venir. Et je pense qu'au bout de 4-5 mois, nous avons pu tenir ces concertations grâce à une équipe, un comité de pilotage dynamique avec le professeur Souleymane Bachir Diagne. Nous nous sommes aussi mis en relation avec les partenaires, puisque nous avons rencontré très tôt les syndicats, les parents d'élèves, en fait tous ceux qui sont concernés par l'école et l'enseignement supérieur, le monde du travail, le MEDES, le CNP et d'autres structures, pour nous faire une idée claire et aussi amener tout le monde à comprendre. Et vous l'avez dit dans votre introduction, que l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sont les principaux leviers du développement économique de ce pays. Si nous voulons atteindre l'émergence économique, c'est là qu'il faut appuyer. Donc il faut résoudre les problèmes et regarder vers l'avenir en mettant en œuvre évidemment une politique qui, de toute façon, devra résoudre des problèmes qui sont devant nous. Vous voyez, l'année dernière, nous avions eu 33 000 bacheliers, avec 70% de littéraires. Dès maintenant, nous avons 107 000 candidats au bac. Vous imaginez le saut. C'est une excellente chose, mais en même temps, il faut se préparer, d'autant plus que c'est des bacheliers avec un profil qui n'est pas adapté à ce que nous voulons faire à travers l'économie du pays. Donc nous nous sommes attaqués tout de suite à cela. Les questions des infrastructures, l'ouverture du premier institut supérieur d'enseignement professionnel, la planification de la carte universitaire et de l'accès, et en même temps les questions latentes, les questions qui étaient là en suspens, les questions posées par les syndicats et posées par les étudiantes et les étudiants. Voilà un peu en quelques mois le pain quotidien, en tout cas du travail que nous faisons au niveau de ce ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Très bien. Je précise que cette émission se déroule en présence d'un public qui aura l'opportunité tout à l'heure de poser des questions, mais aussi deux de mes confrères, Cheikh Thiam, directeur général du Soleil, et Momar Diong, rédacteur en chef de Nouvel Horizon, vont me rejoindre vers la fin pour également poser leurs questions. Mary Teuw Niane, déjà dans l'entame, la concertation nationale a fait beaucoup de bruit. Certains sont même allés jusqu'à dire que le professeur Souleymane Bachir Diagne, président du comité de pilotage, était disqualifié. Est-ce que vous avez entendu ce son de cloche-là et comment vous avez réagi pour que finalement la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur puisse se tenir? Oui, je pense que c'est tout à fait naturel. Comme vous l'avez dit, c'est un système en crise. C'est un système dans lequel les acteurs ont une culture. Parce que nous avons les principaux acteurs, ce sont les enseignants-chercheurs, les chercheurs, ce sont des hommes et des femmes habitués qui ont l'esprit critique, qui sont des chercheurs, qui sont des gens de réflexion. Et c'est tout à fait naturel qu'un débat se pose. Et c'est la même chose pour les étudiantes et les étudiants, c'est la même chose pour les personnels administratifs, techniques et de services. Et les questions majeures, puisque tout le monde a perçu qu'il fallait changer. Comment le faire? Changer, évidemment, touche des intérêts, touche des situations établies et amène sans doute des ruptures. Et ceci, évidemment, a entraîné un grand débat et je trouvais que c'était très positif. Et ce qui est heureux, puisque ce débat a eu lieu avant, pendant, que cette concertation est aboutie à ces conclusions, ces 78 recommandations adoptées par consensus. Et j'ai senti dans les yeux des uns et des autres, durant ces 4 jours de concertation, cette envie d'abord de participer à l'élaboration de cette nouvelle vision de l'enseignement supérieur pour notre pays. Depuis le parent d'élève, le patron d'entreprise, le décideur du public ou le partenaire au développement, l'enseignant-chercheur, le chercheur, l'étudiant, l'élève, ainsi de suite, tout ce monde a, je dirais, communié dans un débat parfois difficile, parfois heurté, mais c'est normal, notre espace est un espace de débat et de discussion.
Et en fin de compte, nous sommes arrivés à ces conclusions et j'en suis heureux parce qu'aujourd'hui, j'ai 78 mesures, c'est une feuille de route et nous avons dès l'après-midi commencé à travailler pour opérationnaliser cela et en vue d'un conseil présidentiel qui va arriver dans les semaines à venir, je peux même vous dire pratiquement le 6 mai, et qui va permettre au gouvernement de prendre de grandes décisions, particulièrement le président de la République. Très bien, on verra ces décisions-là. Je vous propose de suivre le sujet que nous avons tourné sur les effectifs, des effectifs pléthoriques à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, et c'est un reportage de Fatou Kinedem. L'université Cheikh Anta Diop de Dakar, faculté des lettres et sciences humaines. Ici, c'est la course contre la montre pour avoir une place dans les amphithéâtres, sinon on occupe les couloirs. On a tout fait pour venir à l'heure, net avant l'heure, mais tu as vu la salle, c'est déjà plein. On est obligé de rester par terre. Même si tu viens à l'heure, il y a des personnes qui, quand ils arrivent, net, ils prennent des places pour leurs copains. Avec l'effectif là, bon, vraiment, c'est dommage. Difficile dans ces conditions de comprendre les cours selon les étudiants. On s'entasse comme des sardines dans les amphis. Là, ça pose un problème de compréhension. On ne parvient même pas à entendre ce que disent les professeurs. Autre point décrié, la qualité de l'enseignement. Pour l'année dernière, en deuxième année, ils étaient presque 2000. Donc, si vous avez à corriger 2000 copies, ça veut dire que vous avez à lire... Bon, chaque copie, c'est au moins 4 pages. Ça veut dire que vous avez à lire 4000 pages. Demandez-moi, en fait, quels sont les Sénégalais qui peuvent lire 4000 pages dans une université où il n'y a pas souvent de l'électricité ou parfois il n'y a pas de connexion Internet. Comment peut-on utiliser les TIC pour enseigner? Bon, là aussi, je pense que c'est un rêve. L'effectif des étudiants à l'UCAD est jugé pléthorique. Un paradoxe, vu que le Sénégal est toujours à la traîne concernant le nombre d'éduqués. On ne peut pas développer ces pays-là avec tout juste 1% d'éduqués. C'est impossible. Dans tous les pays émergents, les gens parlent de 50 à 70% des gens qui sont éduqués. Et c'est là aussi la base. Il ne faut pas qu'on se leurre. Cette façon élitiste, cette façon jacobine de concevoir l'enseignement-là, ça, c'est pas bon. On est loin d'être submergé, débordé ou envahi par des étudiants. Ce n'est pas le cas. Mais Dakar est envahi. Ça veut dire qu'il faut alors dégraisser l'université de Dakar, favoriser la montée en puissance des autres universités. Soucieux de leur avenir, les étudiants remettent en cause le système LMD, licence, master, doctorat. Légui ma dakk la en wolof, voilà le slogan qu'ils donnent à cette réforme, contrairement aux enseignants. Là, moi, je dis non, je ne suis pas d'accord avec le slogan des étudiants. Parce que l'année dernière, les étudiants parlaient de L1, disaient que c'est le système Goana. Parce que justement, en L1, on a vu que beaucoup d'étudiants ont eu à avoir 42 crédits et sont passés en deuxième année. Donc, il faut qu'on mette les conditions, qu'on accompagne les étudiants. Quand un étudiant entre dans le système public, qu'il puisse sortir avec un diplôme supérieur. Si cette réforme est l'une des solutions pour sauver l'enseignement supérieur, sa réussite est à revoir dans ce contexte. À l'université de Dakar, vous avez des effectifs qui ne vont pas avec le LMD. Le LMD, ça suppose, enseigner autrement, une interaction, un contrôle continu et justement un accès à la documentation et même parfois un travail de terrain pour des étudiants. L'UCAD compte 217 salles fonctionnelles disponibles pour 23 253 étudiants. Actuellement, le nombre d'étudiants avoisine les 80 000 pour moins de 1500 enseignants. Monsieur le ministre, 80 000 étudiants avec des étudiants qui se mettent debout ou qui s'asseyent sur terre pour suivre les cours. Comment en est-on arrivé là? Vous savez, c'est un processus historique. Si vous vous souvenez, en 1990, lorsque le gouvernement du Sénégal voulait ouvrir l'université de Saint-Louis, un certain nombre de partenaires au développement avaient dit que le Sénégal n'avait pas besoin de seconde université. En 92-93,
lors des concertations nationales sur l'enseignement supérieur, il était dit qu'il fallait ramener les effectifs de l'université de Dakar à 15 000 étudiants. C'est pour dire simplement que pendant une période de l'histoire de ce pays, on a cru comprendre, contrairement aux pays émergents d'Asie du Sud-Est et même d'Amérique latine, que l'enseignement supérieur et la recherche, ce n'était pas important pour le développement de ce pays. Donc il y a eu un retard de planification. Il y a eu une tentative de rattrapage en 2007 avec l'arrivée de l'université de Thiès, du CUR de Bambey qui par la suite est devenu l'université Alioune Diop de Bambey et de l'université de Ziguinchor qui auparavant était aussi prévu comme étant un CUR. Mais la politique de mise en place d'infrastructures n'a pas suivi et l'université Gaston Berger de Saint-Louis n'a pas pris en tout cas l'envol au niveau des effectifs qui était attendu. Et donc c'est l'université Cheikh Anta Diop qui a pris l'essentiel des effectifs des bacheliers orientés dans le public. Et du coup aussi, il faut le dire, l'enseignement supérieur privé a commencé à se développer. Et aujourd'hui, nous vivons une situation qui n'est pas acceptable, qui est l'état actuel de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le gouvernement a pris la décision cette année d'orienter 6 600 étudiantes et étudiants dans l'enseignement supérieur privé pour faire baisser la pression sur l'UCAD et nous permettre de mieux gérer les effectifs en attendant, dans les 5 années à venir, une politique, et je vous en parlerai si vous le voulez bien, d'élargissement de la carte universitaire pour, comme l'a dit M. Moustapha Sall, faire décroître de manière drastique les effectifs de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Très bien. Les solutions, on y reviendra tout à l'heure. On va donner la parole à notre sympathique public. Et on commence par Abdou Salam Sall, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Quand vous voyez ces images de pléthore à l'université Cheikh Anta Diop que vous avez eu à diriger, Abdou Salam Sall, qu'est-ce que vous dites? Et puis, si vous avez une question à poser également à Monsieur le ministre. Je vous remercie, Maud Ibra. Je dois d'abord dire bonjour au ministre, le féliciter pour les efforts. Il fait partie de ceux qui, au Sénégal, ont l'expertise pour gérer les choses. Et je suis bien placé pour le dire par le cheminement qu'on a partagé depuis longtemps. Il est clair, Maud Ibra, que nous sommes dans une société fondée par le savoir. L'Afrique est le nouveau horizon du monde. Que le Sénégal a des atouts, certains. Sa position géographique, sa grande stabilité politique, une culture académique avec un grand potentiel tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, un réseau informatique conséquent et une bande passante à élargir. Il faut y ajouter les orientations de la concertation qui, à mon sens, vont dans ce qui a été souhaité. Maintenant se posent des problèmes, et vous l'avez dit tout à l'heure, Dakar avait été la seule structure qui avait des capacités d'accueillir les étudiants. Quant au fond, il y a 3 universités à l'université de Dakar. Mais une seule université ne peut pas accueillir toute la charge de formation du Sénégal et de la région. Je l'avais dit quand j'étais recteur, et Marito m'avait dit que les gars n'étaient pas contents. J'ai dit qu'ils ne soient pas contents. Maintenant, ce que je constate aussi, c'est qu'il y a des problèmes réels dans toutes les universités. À Dakar, pour parler de Dakar, il y a les non-orientés qui ne veulent pas aller dans le privé, il y a les L3 qui veulent aller en master et ça pose des problèmes. Mais ce qui m'interpelle le plus, c'est ce que le ministre vient de dire. Il y a 107 000, dit-il, candidats au bac. Quelles sont les dispositions d'anticipation qu'on va prendre pour sortir progressivement de cette situation et pour pouvoir avancer? Et je voudrais aussi qu'ils nous disent un peu, parce que pour moi, les conclusions de la concertation sont d'excellentes orientations. Le problème, c'est la volonté politique
de les mettre en place et la technicité pour les mettre en place. Et je voudrais qu'ils puissent nous éclairer là-dessus en vous félicitant pour ce format et ce débat. Il me semble qu'on est arrivé au moment où il faut internaliser davantage l'enseignement supérieur dans la société sénégalaise et on peut en tirer un grand profit vu l'environnement ambiant. Très bien. Merci Abdou Salam Sall. Une autre question tout à l'heure encore pour le public. Monsieur le ministre, 2 interpellations. Qu'allez-vous faire avec 107 bacheliers chaque année ou candidats au bac? Qu'allez-vous faire également pour mettre en œuvre les conclusions de la concertation nationale? Est-ce qu'il y a une volonté politique déterminée pour aller jusqu'au bout? Alors, je pense qu'il est important de lire la ligne politique du président Macky Sall à travers quelques actes, puisque nous avons eu déjà, ça fait un peu plus de 10 ans, des concertations. Le pré-rapport du comité de pilotage, tous les acteurs l'ont reçu une dizaine de jours avant même ces concertations pour qu'ils y réfléchissent. La presse et tout le monde a reçu cela. La concertation, beaucoup de débats ont eu lieu et je remercie votre télévision pour avoir participé à ces débats. Le public, la société a été interpellée et elle est informée. Un quotidien a publié l'ensemble des 78 recommandations. Un hebdomadaire aussi vient de publier ces recommandations qui sont publiées dans beaucoup de sites internet. Le président de la République a lui-même reçu solennellement le rapport de la part du président du comité de pilotage, le professeur Souleymane Bachir Diagne. Déjà, la date du conseil présidentiel est fixée. C'est pour vous dire qu'il y a une volonté politique, parce que le président, avant même d'être élu, l'avait annoncé au moment où il était candidat. Donc, il y a une volonté de réaliser cela et nous sommes en train d'opérationnaliser et nous le ferons avec les partenaires. Déjà, vendredi, j'ai une grande réunion au niveau du cabinet et à l'issue de cette réunion, nous allons appeler nos différents partenaires pour préparer ensemble ce conseil présidentiel. Mais que faire de 107 candidats au baccalauréat quand on a déjà des effectifs pléthoriques, quand on est en retard par rapport aux infrastructures pour accueillir les étudiants? Alors, là-dessus, c'est une question majeure. C'est pourquoi le gouvernement a une politique diversifiée pour résoudre ces questions. Vous le savez, des bâtiments ne poussent pas en un jour. Ça demande un temps de mise en place. Mais déjà, au sein de toutes les universités, il y a un certain nombre d'infrastructures qui ont commencé à être construites depuis 2006, 2007, 2008. Nous sommes en train de les finaliser. Je pense que d'ici 3 mois, nous aurons terminé l'essentiel de ces infrastructures, sauf un chantier à Ziguinchor pour lequel le marché sera résilié. Ensuite, nous avons dans le cadre du projet PGF-SUP que le gouvernement a conclu avec la Banque mondiale, un projet de construction qui concerne pour 3 milliards Ziguinchor, 3 milliards Saint-Louis, 3 milliards Thiès, 2 milliards Bambey et des réhabilitations de locaux pour l'université Cheikh Anta Diop. Ce projet, le volet architectural est terminé. Les chantiers vont démarrer au début de l'année universitaire 2013-2014. Ensuite, vous l'avez vu, en décembre et janvier, le président de la République a signé 2 décrets. Le premier décret qui crée la 2e université de Dakar sur le site de l'université du futur africain, qui va être une université de l'ordre de 30 000 étudiants et une université d'excellence. Et le financement est acquis avec la Banque mondiale. Le président de la République a signé aussi le décret qui crée l'université du Sine Saloum de Kaolack avec 4 endroits, qui est Kaolack, Fatick, Kaffrine et Diourbel. C'est une université à orientation agricole et métiers connexes. Et déjà dans le BCI 2013, il y a un financement dedans. Sur quel délai?
Parce que le flux d'étudiants n'attend pas. Non, je suis précision importante, c'est-à-dire qu'on parle d'effectifs pléthoriques, alors qu'en réalité, on est en sous-effectif quand on parle de population estudiantine. La norme de l'UNESCO fixe ça à 2% pour 100 000 habitants. Nous sommes en deçà de ça, on est autour de 0,5%. Oui, nous sommes en train, je vous dis, le plan que nous avons, et vous allez vous rendre compte que nous allons répondre à toutes ces questions. Ensuite, nous avons le réseau d'instituts supérieurs d'enseignement professionnel. Vous avez le premier, vient de démarrer cette année à Thiès, qui est donc des formations Bac plus 2, des formations professionnelles avec une période d'immersion en entreprise. Cet ISEP, le premier, est financé par la Banque mondiale. Et la carte universitaire va comporter, dans les régions telles qu'elles existent aujourd'hui, 14 ISEP. Un ISEP dans chaque région. Et qui va être orienté dans les potentialités économiques de la région. À cela, il faut ajouter maintenant l'université virtuelle sénégalaise. Vous le savez bien que ces murs n'ont pas le temps de se mettre en place, à part les infrastructures en cours. Et cette université virtuelle, le comité de pilotage a été mis en place. Elle est accompagnée par les espaces numériques ouverts qui sont des bâtiments d'un étage avec 200 ordinateurs accessibles 24 heures sur 24. À cela, il faut rajouter l'enseignement supérieur privé qui est là et qu'on a utilisé cette année pour les institutions qui avaient des filières accréditées par le CAMES. C'est tout cela qui va nous permettre d'accompagner dans cette courte période, en attendant que toutes les infrastructures à l'horizon 2015-2016 ou 2016-2017 soient en place pour accompagner l'orientation du nouveau bachelier et aussi en prenant en charge les changements qu'apportent ces 78 recommandations, qui est d'orienter vers plus de professionnalisation et aussi plus d'adéquation avec les perspectives d'emploi et plus aussi de capacité des étudiantes et des étudiants de créer eux-mêmes leur propre emploi dans notre société. Très bien. Je vais demander à un étudiant dans la salle de poser une question. Vous êtes étudiant, n'est-ce pas? Merci d'avoir répondu à notre invitation. Une question d'un étudiant à Monsieur le ministre. Vous vous présentez et puis vous posez votre question. Merci beaucoup, Mahmoud Ibrahim. Je suis le président de l'amicale de la faculté des sciences économiques et de gestion Baïdjam. Je pense que j'aurai beaucoup de questions à poser, mais je vais les faire d'une manière succincte. Voilà. Pour le moment, sur les effectifs, et puis vous aurez l'occasion certainement... Sur les effectifs, nous avons fait le constat, nous tous, le nombre qui se trouve actuellement à l'université Cheikh Anta Diop où nous sommes est incontrôlable. Et je pense qu'il faut des mesures dans l'immédiat. Ce n'est pas le problème des concertations nationales qui va attendre jusqu'à l'année prochaine pour être exécuté qui va le régler. Il faut des mesures immédiates pour régler les problèmes. Actuellement, à l'université Cheikh Anta Diop, malgré le nombre pléthorique, il y a les nouveaux bacheliers aussi qui ne savent pas actuellement l'orientation de leur avenir et qui continuent à perturber le système. Ce n'est pas encore stable à l'université Cheikh Anta Diop. Pour maîtriser le problème de l'effectif à l'université Cheikh Anta Diop, je pense qu'il va falloir désengorger l'université en délocalisant une des facultés, surtout la faculté des lettres et sciences humaines. Voilà nous ce qu'on a proposé depuis presque 5 ans et le ministre, nous interpellons sur ça. Le ministre, on a écrit pratiquement à tous les ministres qui ont eu à se succéder dans ce ministère et jusqu'à présent nous n'avons pas de réponse. Est-ce que le ministre est prêt à désengorger l'université en délocalisant une faculté comme la faculté des lettres? Très bien, question très précise. Monsieur le ministre, la fac des lettres, c'est la faculté la plus peuplée. Nous allons faire décroître de manière drastique sur une durée de 5 ans les effectifs de l'UCAD. Ça, c'est la première des choses. La concertation a préconisé la mise en place d'une commission ad hoc chargée de réfléchir sur la manière de redynamiser l'UCAD et de la revitaliser. Cette commission va être mise très rapidement en place pour donner des pistes de réflexion. C'est pour cela que vous me permettrez de ne pas anticiper sur ce que va décider la commission. Personnellement, j'ai mes idées et
le les recteur étudiants... Abdou Salam Sall Oui. le connaît bien. J'ai des idées autour Oui. de ces questions. Oui. Mais la commission ad hoc va réfléchir et nous donner des propositions de solutions. Et si la solution, c'est de délocaliser une ou plusieurs facultés, évidemment, le ministère va tout mettre en œuvre pour la réaliser. Décroître les effectifs, ça veut dire quoi? Jeter tous les autres étudiants qui ne seront plus, qui ne pourront plus être accueillis, les jeter à la poubelle, qu'est-ce que vous allez en faire? Non, décroître les effectifs, cela veut dire réduire dans les années à venir la proportion de nouveaux bacheliers que l'UCAD va accueillir. Étant entendu que l'UCAD a signé un contrat de performance qui lui alloue des ressources supplémentaires et contrat de performance dans lequel l'UCAD s'est engagé à un certain nombre d'objectifs, en particulier d'améliorer l'efficacité interne de sa formation, donc d'améliorer ses taux de réussite, ce qui veut dire améliorer le flux sortant de l'UCAD. Donc en réduisant le taux de nouveaux bacheliers que l'UCAD va prendre, parce que les autres universités vont monter en puissance, que l'université virtuelle sénégalaise va être opérationnelle, que les nouvelles universités vont démarrer, que même l'enseignement supérieur privé pourrait prendre des effectifs supplémentaires, conjugués à des sortants plus nombreux au niveau des licences, au niveau des masters et au niveau des doctorats, évidemment, l'effectif de l'UCAD va baisser de ces 72 000 ou 75 000 étudiants cette année, pourrait au bout de 5 ans, arriver sans doute autour de 60 000 étudiants, ce qui commencerait déjà par rapport aux 1500 enseignants-chercheurs qu'a cette université, à avoir des taux d'encadrement corrects, je dirais. J'aimerais bien donner la parole au représentant du recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui doit être peut-être dans la salle. Monsieur Saliou Ndiaye, le recteur lui-même, s'est excusé. Je pense qu'il doit être représenté par le doyen de la fac de droit. Est-ce qu'il est dans la salle? Non. Alors, Saliou Ndiaye a averti, mais vraiment avec, en martelant là-dessus, que si on diviser l'université Cheikh Anta Diop en plusieurs universités, ce serait tout simplement la disparition de l'université sénégalaise. Vous avez lu certainement cette déclaration forte. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, je préfère ne pas donner d'opinion puisque la concertation nationale pour l'avenir de l'enseignement supérieur a fait un choix. C'est de dire, nous gardons l'entité Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et nous allons voir maintenant comment la réorganiser pour qu'elle soit plus performante. Aujourd'hui, l'UCAD, sur le classement web des universités africaines, est 15e et première université francophone. Mais évidemment, l'ambition du Sénégal, c'est que l'UCAD soit première, ou l'UCAD soit dans les 3 premières, et que l'UCAD apparaisse dans les 100 premières universités du monde, par exemple du classement de Shanghai. Donc ceci demande une réorganisation de fonds et c'est cette réorganisation de fonds à laquelle nous appelons tout le monde à apporter chacun sa contribution pour que le Sénégal, enfin, puisse relever le défi. Nous le relevons parce que le fait d'être première université francophone signifie déjà que dans la sous-région... 15e en Afrique. Oui, mais si vous regardez les 15 premières universités, ce sont quasiment les universités d'Égypte et les universités d'Afrique du Sud, pour l'essentiel. Mais nous devons aller plus parce que nous le pouvons. Mais nous devons réformer beaucoup de choses. C'est comme cet élève qui se contenterait d'être 15e alors qu'il a la possibilité d'être premier. Est-ce qu'il faut s'en féliciter, cette 15e place? Non, non, non. Moi, je dis il faut considérer que c'est un acquis. Maintenant, il faut utiliser ça comme tremplin parce que le Sénégal a l'ambition, le Sénégal a un leadership politique, a un leadership intellectuel et culturel. Ce sont nos ressources humaines qui nous l'ont donné et nous devons faire en sorte que les instruments de fabrication de ces ressources humaines soient les plus performants. Et pour cela, l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et nos autres institutions universitaires devraient avoir cette ambition